Bien. Est-ce que ça marche? Superbement bien. Bien, je déclare la séance ouverte. Bonsoir à tous et bonsoir au public qui nous a rejoints. Nombreux, j'imagine, sur Facebook Live. Je vais d'abord procéder à l'appel des présents. Frédéric Bessé est présent, Laurent Tarassi, Marielle Ernoux, Stéphane Hautecoeur, Jean-Michel Mazet, Christelle Terre, Sébastien Roth, Jean-Paul Recourt, Estelle Sueur, Éric Muller, Eva Salvador, Marie-Annick Laroche est absente excusée, elle a donné pouvoir à Monsieur Hautecoeur. Je dois pouvoir les brandir. Voilà, il est ici. Sylvie Poyet, Valérie Véron, absente excusée, pouvoir à Madame Ernoux. Si les personnes sont là, par contre, c'est qu'elles ont changé d'avis, donc n'hésitez pas à crier. Fabiola Basselin, Sandrine Marsal, Brigitte Dubois-Lombard, eh ben oui. Renaud Pradinck, Jérôme Jean, Caroline Legros-Imblot, Caroline Legros-Imblot, absente excusée, pouvoir à Monsieur Salier. Laurent Salier, Christine Delafosse et Sébastien Boguert. Nous avons donc 20 présents. Ah, pardon, je n'ai pas procédé à l'appel de Monsieur Michel Levert qui est absent et de Madame Pascale Ribouillard qui est absente. Pas de pouvoir donné, donc 20 présents. Et tout à l'heure, on a évoqué 3 pouvoirs, donc il y aura 23 votants potentiels. Merci à tous. Nous devons d'abord désigner un secrétaire de séance. Bah oui, mais c'est parce que le micro est d'un côté, donc oui, hein, sur la proposition de Laurent Tarassi, on pense pouvoir désigner Estelle Sueur comme secrétaire de séance, pour qu'elle puisse vérifier effectivement spécialement le contenu de cette séance de ce soir. Y a-t-il des oppositions à cette nomination? Je n'en vois pas. Pas d'abstention. Merci. Vous avez dans vos dossiers le procès-verbal de la dernière séance du 9 juin dernier. Y a-t-il des remarques sur ce document fait par les services que je remercie? Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je vous remercie. Alors, point numéro 3. Merci. Nous allons procéder à l'installation de 2 nouveaux conseillers municipaux, puisqu'en fait, il y a eu une démission de Madame Agnès Pelfort, dont je vais parler un peu plus, avant l'été, et puis une démission plus récente de Monsieur Jamal Amedjoub en septembre. Ce qui fait que finalement, ce conseil municipal voit converger ces deux départs. Je voudrais effectivement remercier particulièrement Madame Pelfort de tout ce qu'elle a apporté à l'équipe municipale depuis 2008. Elle fait partie des vétérans. Agnès, dès ce moment-là, à la culture et au patrimoine, a initié un grand nombre de manifestations et d'approches qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Et j'en aurais beaucoup à dire, mais je vais simplement citer les Journées du patrimoine, qui n'étaient pas spécialement organisées et fêtées dans cette commune avant 2008 et qui ont connu un développement dès 2009 avec une visite dont les plus anciens se souviennent peut-être dans tous les étages de la mairie avec des élus dans chacune des salles qui tenaient un discours historique très cohérent mais pas forcément très convergent. Donc c'était une certaine
marge d'adaptation historique qui était très, très agréable à entendre. Si je reviens à tout ce qu'Agnès a pu impulser avec toute l'équipe, je citerai bien entendu le musée de l'histoire locale qui se refait une beauté cette année, mais qui connaîtra une nouvelle version dès l'année prochaine, mais en tout cas qui est parti de rien, avec là encore des souvenirs de désobstruation, ou si on peut dire comme ça, enfin d'action de désobstruction, pardon, désobstruction de la grande allée souterraine qui avait été submergée de gravats, et donc il y a eu quelques heures de travail au début par les élus et les services, et ensuite par une entreprise spécialisée. Donc voilà, ce n'est que 2 exemples parmi bien d'autres. Je pourrais citer bien entendu aussi le Salon des artistes. Et puis globalement, une grande implication de Madame Pelfort dans ses fonctions. Donc je voulais vraiment la remercier. Elle a décidé de consacrer un peu plus de temps à Dieppe et à sa famille, et on ne peut que respecter ce choix. Et puis je remercie également Monsieur Jamal Amejdoub, qui est arrivé plus récemment et qui a aussi fait un choix professionnel et familial dont il nous a fait part. Je voudrais donc en tirer les conséquences, puisqu'il convient évidemment de nommer 2 autres conseillers municipaux selon l'ordre de présentation des membres de la liste, de notre liste aux dernières élections municipales de 2020. Et les 2 personnes suivantes étaient, dans l'ordre, Madame Magali Mrugalski et Monsieur Frédéric Bettencourt, qui ont été sollicités, qui ont accepté de nous rejoindre. Dans le cas de Monsieur Bettencourt, c'est d'ailleurs un retour. Et je vous demande, avant qu'il ne se lève, d'accepter l'installation de Madame Rogalski et de Monsieur Bettencourt, puisqu'ils ont accepté cette lourde charge de nous rejoindre. Magali aussi, c'était un retour, mais bien sûr, excuse-moi, bien entendu, c'est évident. Voilà. Pardon. Donc, bien entendu, c'est 2 retours. Et y a-t-il d'autres remarques sur des erreurs que j'aurais pu faire? Le Conseil est donc appelé à en délibérer. Y a-t-il des votes contre ce double retour? Des abstentions? Alors, nous leur proposons de se lever, nous rejoindre, de quitter le nombreux public et de rejoindre la table des élus. Voilà, bienvenue, effectivement. Un petit discours. Quelques mots dans les 2 cas. Oui? Non, c'est bien. Non, non, c'est bien là. Monsieur Bettencourt, quelques mots aussi. Parce que Madame Rogalski a pris la parole, donc c'est à ton tour. Elle a dit non, c'est bien. Mot particulier, je pense qu'en tout cas, il y a quelques personnes de la mairie, effectivement, que je ne connais pas, donc il va falloir que je me refamiliarise avec de nouveaux visages, qui ne me connaissent pas non plus d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que ça bouge un petit peu, finalement, en peu de temps, en 2 ans et demi, ça bouge, ça va vite. C'est tout à fait ça. On a diffusé, j'espère, à tout le monde récemment, et si ce n'est pas le cas, on rectifiera le tir, un trombinoscope justement du personnel de la mairie, une nouvelle version. Donc on le refera pour les nouveaux élus, et peut-être pour tout le monde si jamais ça n'a pas été complètement fait. Voilà pour le point 3, merci encore. Pour le point 4, il convient, puisque Madame Pelfort était adjointe à la culture, de désigner également un adjoint sur les mêmes compétences. Je rappelle qu'il y a 7 postes d'adjoint au maire qui ont été prévus en 2020, et que quand un poste d'adjoint est vacant,
le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre au tableau le même rang que l'élu démissionnaire. Alors le rang est quand même assez largement protocolaire, sauf aux vacances où effectivement la signature, que je ne peux assurer, peut passer aux adjoints dans l'ordre du tableau, comme on dit. Il est donc nécessaire de pouvoir le poste de Madame Pelfort à la culture. J'ai pu assurer modestement un léger intérim de quelques mois, mais il n'y a pas de raison que cela dure. Les réglementations nous disent que s'il y a un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Il faut donc élire cet adjoint et procéder à cette élection au scrutin secret, et on ne peut pas se libérer de cette obligation. Je crois qu'il y a une candidate qui est Madame Estelle Sueur, candidature que, bien entendu, j'approuve chaudement dans la mesure où Madame Sueur est déjà membre du bureau municipal en tant que conseillère municipale déléguée chargée des quartiers, et que finalement, les quartiers, c'est une approche culturelle aussi. Ce qui fait qu'on peut tout à fait envisager que Madame Sueur continue son œuvre dans les quartiers, mais occupe aussi cette tâche culturelle. Voilà ce qu'on peut dire. Peut-être que si Madame Sueur est élue, on ne sait pas, elle pourra nous dire quelques mots après, plutôt qu'avant. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut procéder à l'élection, s'il vous plaît? Alors du coup, oui, la secrétaire, oui, c'était peut-être pas un bon choix qu'elle soit secrétaire, mais bon. Et il faut une autre personne, hein. Un secrétaire et 2 assesseurs. Madame Terre, qui est habituée, va procéder en tant que secrétaire. 2 assesseurs, peut-être les 2 nouveaux, si on peut leur demander. Il y a pire comme bizutage. Assesseur, ça veut dire que vous allez regarder si le dépouillement se fait bien et vous allez déplacer la boîte, si les assesseurs peuvent rejoindre les services. Alors, je meuble effectivement sur la base de ce que nous disent les services. Je dois rappeler que l'adjoint est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Donc, on a parlé, on parle de la majorité des 27 membres ou des 23 présents. 27. Majorité absolue des 27. Donc, il nous faudrait au moins 14 voix pour que l'adjoint soit élu. Et si jamais, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. Et là, l'élection a lieu à la majorité relative. S'il y avait eu un autre candidat, d'ailleurs je ne l'ai pas évoqué, peut-être quand même le faire. Y a-t-il un autre candidat? Je dois quand même le dire pour la bonne forme. Je n'en vois pas. Qui a des pouvoirs? Les pouvoirs, c'est Monsieur Hautecoeur qui a le pouvoir de Madame Laroche, Madame Ernoux qui a le pouvoir de Madame Véron et Monsieur Salier qui a le pouvoir de Madame Legros-Humblot. Donc, je vous disais que s'il y avait eu un autre candidat, en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats aurait été déclaré élu, mais ce n'est donc pas le cas. Il y a un secrétaire, 2 assesseurs, et je dois appeler un par un chaque conseiller municipal, et je l'invite à se rapprocher de la table de vote. Peut-être qu'on peut considérer plutôt que la table de vote va se rapprocher. Ce serait plus sympa. Merci. Et si jamais des conseillers ne souhaitent pas prendre part au vote, il faudra que leur nom soit consigné. Est-ce que tout le monde est prêt à ce que... Ah, tu as fait le tour déjà? Non, non, je fais le... Alors, ouf.
Une enveloppe, non? Merci. Il n'y a pas d'enveloppe? Non, il n'y a pas d'enveloppe. Alors, j'y vais. Monsieur Bessé est ici. Monsieur Tarassi, pardon. Ouais. Madame Ernoux. Monsieur Hautecoeur. Monsieur Hautecoeur, pardon. Monsieur Mazet. Ouais, c'est pas optimisé. Madame Terre elle-même. Très bien. Monsieur Roth. Monsieur Recourt. Madame Sueur. Monsieur Muller. Madame Salvador. Donc, le bulletin de Madame Laroche est remis par Monsieur Hautecoeur. Madame Poyet. Le bulletin de Madame Véron est déposé par Madame Ernoux. Madame Basselin. Madame Marsal. Madame Dubois-Lombard, qui a anticipé le geste, je l'ai vu. Non, Madame Marsal. Madame Dubois-Lombard. Ensuite, Monsieur Pradinck. Pratique, ça. Monsieur Jean. Pas pratique. Le bulletin de Madame Legros-Humblot est remis par Monsieur Salier, qui vote également pour lui-même. Ça, c'est pratique. Madame Delafosse et Monsieur Bogert. Normalement, c'est terminé. Mais si. Ce qui veut dire d'ailleurs que maintenant, il y a 22 présents et donc 25 votants. C'est ça, l'oubli. Madame Rogalski et Monsieur Bettencourt. Donc c'est bon. Il va donc être procédé maintenant au dépouillement, sous le regard peut-être des assesseurs. Estelle Sueur. Estelle Sueur. Estelle Sueur. Marie-Annick Laroche. Estelle Sueur. 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 Estelle Sueur.
Estelle Sueur, Estelle Sueur, Estelle Sueur, Estelle Sueur, Estelle Sueur, Estelle Sueur. Appuie sur le bouton pour l'arrêter. Estelle Sueur, Estelle Sueur. Donc, si j'ai bien compté, il y a 24 bulletins pour Madame Sueur, un bulletin pour Madame Laroche. Ça fait 25 votants, ça correspond bien aux 25 noms qui ont été appelés. Donc, je proclame Madame Sueur élue et je pense qu'on peut lui adresser toutes nos félicitations. Et c'est là que les quelques mots s'imposent. Une chanson. Non, je ne vais pas chanter une chanson. Merci beaucoup pour votre confiance. Et c'est un sacré défi pour moi parce que passer après Agnès au bout de toutes ces années, voilà, c'est beaucoup d'émotions et en même temps un gros défi, mais je pense que je vais le relever. Merci de votre confiance. Très bien. Et effectivement, le conseiller délégué chargé de la citoyenneté me faisait passer le petit conseil que je dois rappeler, que la parité nous amène forcément, même en cours de mandat, à remplacer une adjointe par une adjointe. Ceci n'enlève rien aux compétences de Madame Sueur, mais en plus, elle cochait toutes les cases. Voilà, sur ce point. Nous sommes donc au bout du point numéro 4. Et je précise que Madame Sueur sera également notre représentante au Conseil communautaire. En fait, la personne fléchée juste après Agnès Pelfort dans le bulletin de vote en 2020 était Madame Ernoux, qui a décliné l'honneur de nous représenter au Conseil communautaire. Le mistigris est passé après à Madame Terre, qui, pour des raisons professionnelles, ne peut pas nous représenter au Conseil communautaire. Et donc, le mistigris est arrivé devant Madame Sueur, qui n'a pas pu refuser. D'autant plus qu'il y a au Conseil communautaire une compétence culture et tourisme qui est intéressante et parfaitement cohérente avec ces nouvelles fonctions communales. Voilà sur le point 4. Sur le point 5, eh bien, ce sont les conséquences de l'entrée de Monsieur Bettencourt, de Madame Rogalski et du pivotement de Madame Sueur dans la douzaine de commissions municipales qui sont d'ailleurs en train de se réunir, parce qu'il y a déjà eu 5 réunions sur 12 si on compte celle d'hier soir, pour faire le bilan à mi-mandat. Il a été demandé aux 3 personnes dont j'ai parlé si elles avaient des souhaits de changement en termes de commission. Et après cette réflexion, nous vous proposons d'intégrer M. Bettencourt à la commission urbanisme et à la commission sécurité-circulation, d'intégrer Mme Rogalski à la commission animation et à la commission développement économique. Là, on intégrerait Mme Rogalski et M. Bettencourt. Et puis, Madame Sueur serait par définition intégrée à la commission culture-tourisme. Voilà, et vous avez en annexe le tableau complet des commissions mis à jour avec cette évolution qui vous est proposée. Y a-t-il des remarques sur cette proposition, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, dernière conséquence et non des moindres, la représentation municipale au sein d'une association dont nous faisons partie, qui s'appelle la Fédération européenne des sites clunisiens. Donc, c'est traditionnellement le maire et même pas, je crois même pas le maire, un seul représentant. Il devait peut-être y en avoir 2 au début, mais en tout cas, c'était Madame Pelfort qui était déléguée et je vous propose de désigner Madame Sueur en tant que déléguée au sein de cette fédération,
qui, bien qu'européenne, n'amènera pas, je le dis, n'amènera pas Madame Sueur à faire des voyages d'études dans toute l'Europe. Elle a essayé, mais non, ce ne sera pas possible. Peut-être Cluny, pourquoi pas, parce que c'est important par rapport au positionnement de l'abbatiale dans ce réseau clunisien, mais par frugalité, on s'arrêtera là. Voilà, y a-t-il des oppositions à cette nomination, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous en remercie. Alors, il y a une dernière conséquence, c'est que dans le bureau municipal, il y a 7 adjoints et il y avait 3 conseillers délégués et il n'y en a plus que 2. Donc, il y a une très minime économie sur le 3e conseiller délégué que je vous propose de rétrocéder aux adjoints, mais aussi au maire, puisque en fait, la création d'un 3e poste, la création pardon, de 3 conseillers délégués avait amené le maire et les adjoints à réduire leur taux d'indemnisation pour pouvoir, et c'était bien normal, donner des indemnités modestes aux 3 conseillers délégués. Donc là, il n'y en a plus que 2, et donc l'idée était de réduire la réduction en transférant une somme qui, je crois pouvoir vous le dire, est de l'ordre de 200 € par mois, qui serait donc répartie sur 8 personnes. Donc je pense que ce boost à l'indemnisation du maire et des adjoints reste supportable pour les finances de la ville. Comme j'ai été amené à le dire, c'est peut-être le moment après les élections sénatoriales où les pouvoirs publics réfléchissent à une revalorisation des indemnités de tous les élus, et je ne peux que le souhaiter. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce point numéro 7? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors on passe aux affaires générales avec, comme traditionnellement, les décisions du maire qui viennent plus tard que d'habitude puisqu'il fallait procéder d'abord au vote permettant de compléter le conseil municipal. Alors sur les décisions du maire, toujours par ordre alphabétique, il y a sur les berges de l'Oise, dans le quai dit de la Sucrerie, une convention qui nous lie déjà depuis quelque temps, mairie avec Voies navigables de France, qui est propriétaire de la voie d'eau, et nous, on est propriétaire du quai. Il y a eu donc une convention qui maintenant a un complément, qui est une autre convention avec, entre la mairie et la société Les Croisières de l'Oise, à qui la convention affecte un petit linéaire à titre exclusif pour laisser accoster un ou plusieurs bateaux. Mais s'il y en a plusieurs, ils se mettront l'un à côté de l'autre. C'est une convention de 5 ans et la redevance annuelle de 100 € est très modeste, même si on y ajoute le montant des consommations électriques. C'est plutôt un symbole d'attractivité de la ville, puisqu'effectivement, cette société qui a maintenant 2 bateaux et peut-être plus un jour, a choisi Saint-Leu comme port d'attache. Et comme vous le savez, il y a eu aussi depuis le mois de mai une beaucoup plus grosse société qui s'appelle Croisi Europe, qui est vraiment le leader européen des croisières fluviales et qui fait un stop à Saint-Leu-d'Esserand une fois par semaine, dans le cadre d'une croisière Paris-Compiègne. Voilà, donc petit à petit, nos berges attirent et elles attireront encore plus quand on aura mis en place les deux grands projets de création de voies douces et de revitalisation des haltes fluviales. Voilà pour ce point. Donc ça, c'était une convention du 17 avril. Le 24 mai, j'ai sollicité en votre nom le soutien du conseil départemental pour des travaux concernant l'école maternelle Jean Massé. Donc les travaux étaient pour un montant de 29 200 €. Le 20 juillet, j'ai aussi sollicité le soutien du conseil départemental
pour la création d'un local armurerie dans le poste de police municipale, dans le cadre du projet que le conseil municipal a approuvé d'armement des policiers municipaux. Donc, ce local armurerie concerne des travaux d'un montant de 15 450 €. Autre convention, location d'un logement au 1 avenue Jules Ferry pour un agent municipal avec un loyer remonté de 300 € pour une durée de 3 ans et avec un paiement de charges qui n'existait pas jusque-là. Ensuite, le 8 août, un autre logement municipal au 13 impasse du chemin de fer, c'est-à-dire les logements qui surplombent, qui jouxtent l'école élémentaire Raymond de Carbon, également pour un loyer mensuel de 300 € plus charges. Ensuite, à nouveau, le 28 août, après les vacances, une nouvelle action de demande de soutien financier, là encore pour la police municipale, pour l'acquisition des armes de poing de catégorie B, pour un montant de 2 633 €. Et je précise bien que l'armurerie plus l'achat des armes doivent également être complétés par des travaux sur les locaux eux-mêmes, ainsi qu'une formation initiale des agents de police, avant bien sûr qu'ils puissent porter les armes sur la voie publique. Et dernière décision, également soutien financier demandé au conseil départemental pour des travaux de rénovation des ateliers des services techniques qui étaient un peu une cible prioritaire de notre plan de sobriété énergétique. Et là, les travaux s'élèveront à un montant de 71 670 €. Voilà pour ces décisions. Point 8. Nous passons au point 9 que vous attendiez tous et qui me permet de passer la parole à Laurent Tarassi pour le grand classique, la modification du tableau des effectifs. Merci Frédéric. Donc, cette fois-ci, le tableau des effectifs est modifié pour plusieurs raisons. D'abord, le recrutement en cours d'un agent polyvalent des bâtiments. Ensuite, le recrutement en cours d'un animateur périscolaire. D'autre part, nous allons pérenniser l'emploi d'un agent d'entretien contractuel qui est actuellement sur un statut de remplaçant. Et puis, on va ajuster les temps d'emploi de certains professeurs de l'École des Arts à la suite des inscriptions qui ont eu lieu à la rentrée 2023-2024. On va en profiter pour faire un petit peu de ménage et donc pour supprimer tous les postes qui ne sont pas utilisés actuellement. Vous avez le détail de tout ça. Donc, comme d'habitude, ça se traduit par un pavé création et un pavé suppression. Dans le pavé création, ça commence par la filière animation. Et donc, on crée 2 postes, l'un d'adjoint principal de première classe et l'autre d'adjoint d'animation principal de deuxième classe, pour pouvoir recruter au bon niveau lorsqu'on aura trouvé cette personne. Ensuite, dans la filière technique, il y a un premier poste d'adjoint technique à 100% qui correspond au recrutement de l'agent polyvalent des bâtiments. Ensuite, l'adjoint technique à 50% correspond à la pérennisation de l'emploi d'un agent d'entretien actuellement sur un statut de remplaçant. Et vous avez dans la filière culturelle les taux d'emploi qui sont proposés sur les postes des professeurs des écoles qui sont impactés donc par les nouvelles les nouvelles inscriptions pour la rentrée scolaire. Donc vous avez la création à 28% et 17%, et vous avez dans le tableau derrière sur les suppressions, la suppression de 30% et 19%. Voilà. L'adjoint d'animation à 60% qui est supprimé en première ligne. Puis derrière, on supprime également le poste de brigadier chef principal qui correspond au départ à la retraite d'un de nos agents de la police municipale. On supprime le poste d'adjoint du patrimoine à 100% que vous voyez tout en bas. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà les explications de ces modifications du tableau des effectifs. Vous avez en pièce annexe, à date,
exactement par secteur tous les postes qui sont encore en cours et en activité dans la municipalité. Voilà. Merci. Merci Laurent. C'est lumineusement clair comme d'habitude. Y a-t-il des remarques néanmoins? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. S'il en est ainsi, on peut demander à Laurent de faire le point d'après, qui est le point 10, en relation avec le centre de gestion de l'Oise. Merci Frédéric. Donc effectivement, convention avec le centre de gestion de l'Oise, autorisation de signature, c'est le point 10. Alors, il faut savoir que la collectivité avait déjà délibéré en 2008 pour la signature d'une convention de ce type avec on appelle ça le CDG 60, donc le centre de gestion de l'Oise. Et puis en fait, les modalités de prise en charge des frais engagés par cette mission de remplacement ont évolué et il est demandé par le CDG 60 de délibérer à nouveau et de signer cette nouvelle convention. Alors ça sert à quoi le CDG 60 ? En fait, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à disposition des collectivités et établissements qu'ils demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'effectuer des missions temporaires. Donc typiquement sur certains services de la ville, lorsque des agents sont en maladie ou en longue maladie, on peut faire appel au CDG 60 pour nous fournir des agents sur la période d'absence de l'agent municipal. Dans ce cadre, la collectivité rembourse au centre de gestion à terme échu les traitements et les charges sociales, les frais médicaux non remboursés, les frais de déplacement, les frais de restauration ou d'hébergement, les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées à la demande de la collectivité. Ensuite, je ne vais pas vous faire le détail. Il y a une petite précision des modifications et notamment des pourcentages de traitement qui correspondent à des frais de gestion selon les différents cas. Donc voilà, je ne vais pas vous le lire, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, est amené à décider sur l'adoption de la proposition du maire en confiant cette mission au centre de gestion et d'autoriser le maire à signer la convention, la nouvelle convention donc, de mise à disposition de personnel avec le président du centre de gestion de l'Oise. Merci beaucoup, Laurent. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Nous étions au point 10 qui, en théorie, précède le point 11 qui nous fait passer dans un chapitre un peu différent en termes de finances et de services. Et le point 11, c'est la convention entre la mairie concernant le centre de première intervention et le service départemental d'incendie et de secours. Et je propose à l'adjoint à la sécurité de rapporter ce point. Monsieur Hautecoeur. Merci Frédéric, bonsoir à tous. Donc, tu as abordé le début du point. Donc, cette convention elle a pour but de fixer les conditions de soutien et de suivi du CPI, donc qui est bien sûr communal, par le SDIS de l'Oise, en vue d'assurer l'organisation des secours et la complémentarité des intervenants au bénéfice, bien entendu, de la population. Donc, cette convention, ça va s'articuler au bout de 3 objectifs principaux. Donc, c'est le renforcement de la synergie entre le CPI et le SDIS. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des manœuvres en commun. Donc, ça, c'est vraiment un vrai plus que nos acteurs locaux puissent, pour ceux au moins qui n'ont pas le double engagement, voir avec les SDIS ce travail en commun. Et pour nous, donc, c'est bien sûr le CS de Précy, qui est notre CS d'intervention. Il y a l'accompagnement humain du personnel du CPI, bien entendu, par le SDIS. Donc, je vous parlais du double engagement. Double engagement, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un contrat où est avec Saint-Leu et où est avec Précy. La prise en charge des visites médicales et paramédicales, et ainsi que l'ensemble des formations. Et en plus, il y aura un accompagnement qui concerne tout le matériel, c'est-à-dire la maintenance et le remplissage des bouteilles aéries, donc c'est les bouteilles d'oxygène, la réparation des tuyaux, le lavage et nettoyage des équipements, des tenues, et bien entendu la maintenance des casques type F1, donc c'est les casques des pompiers. Et aussi les contrôles des lots de sauvetage, des protections contre les chutes,
etc., etc. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention qui prendra effet à la date de la signature et en appliquer les différentes clauses. Donc, le conseil est appelé à en délibérer. Merci Stéphane, tu as dit l'essentiel et les détails. Je mets simplement en perspective, je remets en perspective et en mémoire aux élus l'idée que nous avons utilisée avec Stéphane, l'expression d'antenne, c'est-à-dire que le CPI est devenu une antenne du centre de secours de Précy. Et je pense qu'il ne faut pas y voir un échec ou une renonciation à notre souhait d'avoir un vrai CPI qui joue un rôle réel de proximité. Simplement, effectivement, l'organisation professionnelle des centres de secours, et notamment de celui qui est le plus proche de nous, nous permet de nous appuyer sur nos voisins. Et c'est ça, justement, l'esprit de cette convention, c'est la reconnaissance du rôle de chacun. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce point ? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. On peut passer au point 12 sur l'éclairage public et c'est Monsieur Muller, expert mondial du sujet, qui peut prendre la parole. Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons vous proposer de voter pour une 6e phase de travaux. Alors, pour vous resituer, on a commencé nos travaux de rénovation d'éclairage public en 2019. Les coûts étant très importants, on a été obligé de phaser en plusieurs phases, découper en plusieurs phases de travaux l'intégralité du renouvellement de notre parc d'éclairage public. Donc là, la 5e phase a eu lieu cette année. On se projette déjà sur l'année prochaine, sur la phase 6, qui verra les derniers axes de la commune qui ne sont pas encore en LED, donc être renouvelés. Donc, à savoir la rue des Forges, la rue de l'Ardilière, qui est liée aux travaux de rénovation de la voirie, et la place de la République. L'ensemble des travaux coûte 78 000 euros. La commune n'en paiera que 50 000 à peu près, parce qu'on travaille toujours avec notre partenaire, le SO60, le syndicat d'énergie de l'Oise, qui subventionne à 25% les travaux. Donc, le Conseil est appelé à délibérer sur cette phase 6 de travaux d'éclairage public. Merci Eric. On ne peut que confirmer que nous avions eu un peu de flair à lancer cette initiative avant les difficultés énergétiques. Et je ne sais plus si tu as donné les chiffres d'économie, mais peut-être que tu peux le faire. Il y a déjà eu des économies malgré l'augmentation des volumes. Alors effectivement, j'ai fait tous les ans, on suit l'évolution des consommations et des dépenses. Donc là, je vais comparer les chiffres de 2022 et de 2018, donc la période avant travaux. En termes de consommation, en kilowattheure, on a baissé de moins 42%. Alors qu'en euros, on a baissé que de 22%. La tendance n'est pas la même parce que les coûts de l'énergie augmentent. On économise, la baisse est moins importante sur les euros que sur les kilowattheures. Moins 22% sur les euros, ça représente 13 000 euros économisés tous les ans. C'est ça. Oui, donc ma langue à fourcher, c'est malgré l'augmentation des prix, il y a une baisse de nos dépenses. Donc c'est déjà un bon retour sur investissement. Voilà, merci Eric sur ce point. Une question, avec un micro pour l'histoire. Est-ce que tu aurais le montant en euros pour qu'on voit, parce que 22%, ça... Il l'a dit. Oui, je l'ai dit, c'est 13 000 euros à l'année. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ça, c'est l'économie. Hein. C'est l'économie réalisée tous les ans depuis 2018. Très bien. Donc oui, Monsieur Bettencourt. Première question de Monsieur Bettencourt. Oui. 13 000 euros d'économiser pour un investissement pour l'instant total de combien ? Cher, il faut le dire. C'est pour ça Bon, qu'effectivement, on ne prétend combien pas de temps non ça plus s'amortit, que... quoi.
Après, non pas non plus que le retour sur investissement soit complet, bien entendu. Y compris la phase 6, on sera à 755 000 euros dépensés. Ah oui, quand même. Ça en fait un paquet d'années quand même. Après, de toute façon, c'est des travaux qu'on aurait été de toute façon amené à faire un jour ou l'autre. C'était même indispensable vu l'état d'extrême vétusté de certains points lumineux. On avait Oui, pas en fait, l'investissement réel, il faudrait le calculer par Moins les aides, quoi. par le delta entre un éclairage normal et l'éclairage dit intelligent qu'on a fait. C'est ça le vrai investissement supplémentaire, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut d'ailleurs, Non, j'ai pas. peut-être pas le savoir ce soir, mais peut-être on peut retrouver un peu l'ordre de grandeur. Je pense qu'il faudrait vraiment le calculer comme ça. La question que je me posais la dernière fois aussi, c'était Attends, la question. on va brancher ton micro si ce n'est pas le cas. Si. Alors, parle plus fort. Alors. La question à laquelle je me posais aussi, c'était la durabilité du matériel, c'est-à-dire dans combien de temps il va falloir réinvestir pour changer les éclairages, quoi. Parce que le mât, on en a parlé du coût du mât, mais bon, sur le total, c'est peut-être pas l'investissement principal, ça va durer, mais l'électronique, souvent, ça coûte cher. Il y a des éléments alors, numériques Effectivement, là, les 755 000 euros, il y a une grande partie, effectivement, c'est le renouvellement intégral du lampadaire. Donc, ça comprend le mât, plus la lanterne qui est en haut. Les mâts, effectivement, c'est de l'acier, ça a une durée de vie beaucoup plus longue que les lanternes. Donc, dans les prochaines années, on n'aura à renouveler que les lanternes. Donc, l'investissement futur sera beaucoup moindre que ce qu'on a fait là maintenant. Mais la durée de vie moyenne des LED, je ne l'ai plus en tête. Il faudrait que je retrouve les données constructeurs. Et on n'a pas eu de casse, parce que souvent, les stations d'éclairage au-dessus de la mairie, là, on a vu il y a eu quand même un certain nombre d'ampoules et d'éclairages qui avaient été cassés, qui avaient été vandalisés. Il n'y a plus eu de soucis là-dessus sur les LED? Alors, Pas eu de casse? je touche du bois. Pour l'instant, on n'a pas eu de vandalisme sur nos Tant mieux, hein. nouvelles lanternes. Il y avait des rues qui étaient restées sans éclairage pendant pas mal de temps, hein. Oui, non, souvent c'est plutôt moi qui défends les chiffres et tout ça. Là, on peut aller aussi au-delà des chiffres, c'est-à-dire que ça appartient plutôt à Eric, mais c'est toute la partie écologique, pollution lumineuse, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut voir. Et ça, c'est non mesurable en euros, pour tout ce qui est insectes et compagnie. Et puis, il y a la qualité de vie aussi des gens, c'est-à-dire que d'avoir quelque part une luminosité moins forte la nuit qui pouvait déranger avant certaines maisons, d'avoir juste l'éclairage à fond la caisse juste au-dessus de sa fenêtre, c'était pas de l'idéal. Là maintenant, c'est beaucoup moins, et avec ce côté éclairage intelligent qui permet de réallumer à une puissance nécessaire et utile pour pouvoir se déplacer, et ça c'est plutôt sympa pour la qualité de vie. Tout ça c'est non mesurable, et finalement ces euros dépensés en plus y participent. On parlait de... Et puis une bonne conciliation entre les impératifs de sécurité et de développement durable. Ça avait été aussi... c'était un juste équilibre, enfin l'équilibre toujours, qui est le maître mot de notre projet territoire. L'équilibre là aussi. Je te l'ai ôté de la bouche peut-être. C'est ça. Le coût de 756 000 euros n'a pas été intégralement financé par la ville, parce qu'il y a des aides. Ah, il y a des aides, Parce oui. que Vas-y, réexplique. le chiffre que j'ai donné, c'est la part Saint-Leu. Ah, c'est la part Saint-Leu. Non, mais c'est pour ça qu'on va recalculer ce que pourrait être vraiment le surcroît de dépenses qui correspond à ce qu'on n'aurait pas eu de toute façon à faire. Parce qu'autrement, c'est un peu injuste, en fait. Très bien. Merci pour ces questions, clarifications. Y a-t-il d'autres remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On passe au point 13, un point purement financier. Donc, c'est Monsieur Tarassi. Ouais, merci Frédéric. Donc, comme vous savez, chaque année, on vote le budget au mois de mars. Et évidemment, en cours d'année, ce qu'on avait prévu au mois de mars, ça ne se réalise pas, ou les prix ne sont pas les mêmes, ou voilà. Et donc, il faut faire des ajustements dans notre budget pour pouvoir être carré. Et donc, ça s'appelle ça des décisions modificatives. Alors, typiquement, là, il a fallu notamment ajuster pour des coûts de travaux qui ont été majorés dus à l'inflation et qui n'avaient pas été pris en compte au moment de la fourniture des devis à l'époque par les entreprises quand on avait élaboré le budget.
Et puis également pour de nouveaux travaux, des nouveaux travaux dont je vais vous faire la liste, et des nouveaux travaux qui nous permettent de rebondir sur, rappelez-vous, le fameux plan de sobriété qu'on avait ensemble évoqué lors d'un conseil municipal et qui nous avait amené à cibler certains travaux et certains bâtiments de la ville de façon à faire des économies d'énergie. Donc tout ceci a été mis en place. Ces dépenses supplémentaires, évidemment, il faut les accompagner d'économies supplémentaires, ou en tout cas de moins dans le budget qu'on avait voté à l'époque. Et le moins, il se fait notamment sur des travaux de voirie qui n'ont pas été réalisés, comme par exemple, au budget, nous avions mis le parvis de la mairie, qui, pour le coup, on le sait tous, hein, pour nous, c'est important, c'est une priorité, mais on n'a pas encore trouvé la formule magique, donc on n'a pas fait les dépenses, et on ne les fera pas d'ici la fin d'année, si bien qu'on a pu récupérer un petit peu sur ce budget-là. Et puis également sur des travaux qui avaient été réalisés, qui avaient été prévus, entre guillemets, notamment à la maternelle Jean Massé, et là on est typiquement sur le plan de sobriété. On avait prévu, et on a fait ça pour le coup, la partie isolation des combles, et on avait prévu de faire l'isolation du dortoir. Sauf qu'on s'est dit, l'isolation des combles, elles ont été très bien réalisées. Manifestement, il y a un impact immédiat et assez conséquent, et on préférait le mesurer avant de se dire, faisons les travaux aussi pour l'isolation du dortoir. Donc on verra s'il y a besoin ou s'il n'y a pas besoin de faire l'isolation du dortoir. Parce que peut-être que l'isolation des combles suffira. Donc voilà, donc là c'est une histoire de prudence qui nous a amené à ne pas faire cette dépense. Et donc on peut récupérer un petit peu d'argent sur ce plan-là. Vous avez la liste de tous les petits travaux qui ont amené des dépenses supplémentaires. Donc on peut les voir ensemble, hein. Il y a l'installation de prises de fibres. Vous savez qu'avec les différentes constructions qu'on fait, que ce soit dans la résidence des Trois Étangs ou dans la résidence de la Boivoire aux Moines, il faut évidemment équiper tous ces immeubles de prises fibres. Et voilà, pour ceci, on a dû dépenser 6 000 € de plus. Dans le cadre de l'aménagement du complexe Pascal Grousset, il a fallu déposer la cage d'air de lancer et fournir une nouvelle cage, et tout ça, ça a coûté 11 000 €. Nous avons installé des baies informatiques à la salle agriculture et au gymnase Jean Massé pour la télégestion. Et là, encore une fois, on est sur le plan de sobriété, hein, une meilleure gestion de l'énergie et donc des économies potentielles. On a fait des travaux de réfection sur le mur du cimetière. Le cimetière, c'est un vrai sujet, hein. Régulièrement, on est un petit peu taclé par les habitants sur... je dérive un petit peu exprès, mais on est un peu taclé sur l'entretien du cimetière, etc. Et pour autant, je peux certifier ce soir qu'il y a une vraie attention sur ce lieu. Le sujet des cheminements et du verdissement qui permettra finalement à terme d'avoir quelque chose de propre et de beaucoup plus facile à entretenir. C'est un vrai sujet et nous faisons évidemment donc des travaux de réfection de murs quand il y a besoin. Nous avons fait des travaux dans les anciens logements de fonction entre les deux écoles, anciennement école maternelle et école élémentaire. Tout ceci maintenant ça fait une école primaire et au milieu il y a un petit espace où il y a l'ancien logement de fonction des professeurs, quelques travaux à l'intérieur qui nous ont amené à dépenser 2 500 €. Mise en place d'une clôture pour séparer les logements de fonction JB Clément et les écoles, 8 000 €. Nous avons rééquipé la salle agriculture, ici même, donc, de nouveaux jeux de lumière pour tout ce qui est spectacle, donc 9 000 € d'investissement. Nous avons installé des lumières LED dans le gymnase Jean Massé, donc pareil, plan de sobriété, économie d'énergie, tous les points lumineux du gymnase ont été changés, et ceci pour un investissement de 19 000 € et des économies à la clé. Une étude géotechnique des souterrains de la mairie en vue de la réouverture du musée en 2024 et tout ceci pour 8 000 €. Voilà. Donc vous avez le détail du tableau, hein. Ça commence par les moins, c'est ce que je vous ai dit, on a récupéré à droite à gauche, et puis ensuite tous les petits plus qu'on vient de partager. Il y a en plus un petit ajustement dans cette décision modificative pour le fonctionnement, et alors là c'est pour une somme monstrueuse de 0,43 €.
Mais il fallait le faire parce que le but du jeu, c'est que les comptes soient justes. C'est une demande de la trésorerie qui date du 13 septembre pour régulariser budgétairement des opérations de compte de tiers. Voilà. Écoutez, je vous propose de délibérer et d'accepter cette décision modificative. Merci de la précision sur les 0,43 €, mais aussi de l'éclairage intéressant des transferts de dépenses. Bien sûr, au final, c'est que du transfert et ce n'est pas un alourdissement de notre, ou une détérioration, c'est pas une détérioration de notre équilibre financier. Y a-t-il des remarques sur ces points? Des votes contre, des abstentions? Merci Laurent. On peut passer au point 14. Alors, je sais qu'il préfère les matchs de rugby aux films d'horreur, mais M. Mazet s'est quand même chargé de rapporter cette délibération sur la nuit de l'effroi. Merci Frédéric, tu as entièrement raison. Le 27 octobre, à l'occasion d'Halloween, nous allons vous proposer un nouvel événement sur la base de loisirs qui s'intitulera la nuit de l'effroi. Ce nouvel événement a été créé avec un travail de partenariat entre le service sport et le service événementiel à destination d'un public jeune, ado ou familial. Cet événement est une animation sportive, comme je l'évoquais, et c'est une course d'orientation réalisée sur le thème de la peur. Ce sera un premier événement payant que nous réaliserons sur la ville avec différents tarifs. C'est un tarif préférentiel qui sera ouvert aux autres communes, enfin à l'Axo et bien entendu à l'extérieur. Donc tarif individuel qui lui sera de 12 €, tarif de groupe de 8 €, tarif préférentiel de 10 € et un tarif de groupe de 6 €. Le Conseil est appelé à en délibérer. Merci Jean-Michel. Alors, c'est quand même un exemple sur lequel on peut passer quelques secondes de plus pour montrer que dans le programme d'animation coordonné par Jean-Michel et le pôle culture événementielle, il y a des constantes qu'on reconduit et des nouveautés. Et ce sujet est une nouveauté qui marque les essais qu'on a fait depuis quelques années en direction des jeunes, des ados, et on espère bien qu'on va connaître le succès, tout comme on l'avait connu alors il y a 1 an ou 2 ans avec la course colorée. Il y a 2 ans. Tout à fait, oui. Il y a 2 ans. Il faut qu'il y ait dans le programme, et on le verra encore en 2024, ce mélange, cet équilibre entre des reconductions et des essais. Si je reviens sur un autre exemple, le cinéma en plein air, on est maintenant à sa 3e édition. Bon, cette année, c'était un peu plus compliqué avec les conditions météo, mais c'était quand même une réussite. Donc voilà, je fais confiance à l'adjoint et au service pour faire ce mélange de continuité et de nouveauté. Y a-t-il des remarques ou des questions sur les animations en général et sur ce point de la nuit de l'effroi en particulier? Je n'en vois pas. Si, monsieur Bettencourt. Parle bien dans le micro parce qu'on enregistre pour le compte rendu. Tarif préférentiel habitant de Saint-Leu, de toute façon, c'est quoi? C'est présenter sa carte d'identité, quoi. J'ai pas compris. Tarif préférentiel habitant de Saint-Leu, oui, il faut présenter sa carte d'identité. Oui, tout à fait. Oui, il Ouais. y a que ça, ouais. Voilà, de toute façon, c'est préférentiel, c'est Saint-Leu et l'Axo. Il faut qu'elle soit bien les jours. Faut pas que les gens aient déménagé récemment et que la carte d'identité date d'avant, sinon ils vont être un peu embêtés, quoi. Oui, voilà, on s'est posé la question de comment faire un tarif préférentiel. Il y avait plusieurs manières de le faire. Là, on a voulu simplifier en disant c'est simplement les communes, la commune et les communes de l'Axo. C'est mieux, ouais. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres remarques? Des votes contre, des abstentions? Alors, je vous remercie. Nous pouvons passer et rester avec Jean-Michel Mazet sur le point 15, le carnaval des possibles. Oui, le 24 septembre dernier, nous avons eu pour la cinquième édition le Carnaval des possibles. C'est un événement que nous soutenons chaque année, car c'est un événement qui suit un petit peu la politique que nous menons depuis des années, donc la biodiversité, le développement durable, le transport, l'alimentation. Voilà. Et comme chaque année, on vous propose ce soutien financier à hauteur de 1 000 €.
Le Conseil est appelé à en délibérer. D'accord. Oui, là encore, on peut mettre en perspective le développement durable a un événement dans l'Oise qui est dans notre commune. C'est ce qui justifie le coup de pouce ponctuel. On ne parle pas d'une subvention à une association qui n'est pas basée sur Saint-Leu, mais un coup de pouce à un événement qui vraiment fait son trou. Et 2000 personnes attestées parce qu'ils ont un compteur, c'est maintenant impressionnant. Y a-t-il des remarques? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. On passe à un pavé aménagement du territoire qui commence par la zone d'activité des longs prés. Et Monsieur Roth va expliquer les enjeux urbains et puis on pourra peut-être parler un peu de développement économique derrière. Bonsoir. Donc la zone des longs prés qui se trouve juste derrière le point P. Il y a une voirie à l'heure actuelle donc, qui part du point P et qui vient cheminement qui est parallèle à la départementale, qui est, si vous y avez déjà été, pas forcément en très bon état. Il y a du travail pour se réapproprier le territoire. Ceci dit, pour l'instant, on est bloqué puisqu'il y a certaines parcelles qui sont sur le domaine privé. Et donc, l'objectif de la délibération de ce soir, c'est justement sur 4 parcelles, avec un accord du propriétaire, les racheter de façon à commencer à se réapproprier le domaine public qui est finalement sur le domaine privé, de façon après à pouvoir re-réglementer et puis aussi en même temps remettre en état, peut-être avoir après du développement économique dont on pourra parler juste après. Donc il y a 4 parcelles au total pour une surface de 1696 mètres carrés. On a réussi après pas mal de discussions avec le propriétaire à trouver un accord sur un prix de à peu près 5,90 € du mètre carré. Ce qui fait que pour cette surface-là, ça fait environ on a arrondi à 10 000 € pour les 4 parcelles. Donc l'objectif de la délibération de ce soir, c'est d'accepter l'acquisition de ces 4 parcelles et d'autoriser Monsieur le maire à signer chez le notaire l'acquisition de ces parcelles. Merci beaucoup. L'enjeu est bien résumé. C'est vrai que je voulais compléter en rappelant que le développement économique dans une ville comme Saint-Leu se fait dans des zones d'activité qui existent, mais qu'il faut densifier. Il y a celle du Renoir, dont on va parler tout à l'heure avec le point sur le solaire. Et il peut y avoir aussi d'autres réflexions que je peux commencer à partager. Il y a la zone d'activité des longs prés qui, elle aussi, nécessite beaucoup de revitalisation pour les raisons qu'a rappelé Sébastien Roth. Après, il y a le centre-ville, ses commerces diffus et peut-être des commerces en pied d'immeuble si, dans certaines opérations de construction neuve, on arrive à faire cette mixité. Et puis, il y a aussi l'enjeu du quartier de la Sucrerie, dont une partie a été transformée en logement, et dont les 2 parties restantes de chaque côté de l'entreprise Norchim doivent faire l'objet d'une réflexion dans le cadre du plan local d'urbanisme. Donc, vous voyez, les enjeux de développement économique sont importants. Pour une bonne raison, c'est que dans l'équilibre de notre projet de territoire, on a encore du potentiel pour ne serait-ce que revenir au même niveau d'emploi qu'il y a une quinzaine d'années. Donc c'est quand même un peu douloureux de dire ça comme ça, puisqu'en 2009, il y a eu 3 fermetures d'entreprises qui, au total, ont fait perdre 80 emplois à la ville. C'était l'entreprise de la zone du Renoir qui s'appelait Galva 60, qui avait 60 salariés. C'était Stradal, dont l'entreprise a été remplacée par le nouveau quartier que nous savons, avec une dizaine d'employés, et c'était l'entreprise Scala dans l'ancienne sucrerie. Voilà. Donc, année noire. Depuis, on ne peut pas dire que rien ne se fasse. Il y a de la revitalisation ou du remplacement de commerces les uns par les autres. Mais il nous faut, et ça fait partie des impulsions à donner encore avant la fin du mandat, il nous faut quand même des opérations de retour d'une vraie quantité d'emplois parce que nous méritons, la qualité de notre territoire et les besoins de la population en emploi méritent qu'on ait
on ait ces actions. Donc là, c'est la plus petite zone dont on parle, mais les autres enjeux que j'ai cités feront l'objet aussi de projets. Voilà sur cet élargissement. Maintenant, si on revient au cas d'espèce du point 16, y a-t-il des remarques ou des questions, y compris d'ailleurs sur ce que j'ai ajouté? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous passons au point 17, qui est une forme aussi de création d'emplois, de services. C'est pour ça que c'est Madame Ernoux qui va parler d'une des parties du projet global de la Maison de la Petite Enfance. Bonsoir. Alors, en novembre 2021, nous avons acquis l'ancien office du tourisme qui appartenait à l'AXO pour notre projet de la Maison de la Petite Enfance. Nous avons rencontré quand même des petites difficultés pour pas mal de choses. On avait décidé pour un premier temps de le faire en location avec l'AXO, et pour une meilleure gestion, on a préféré l'acquérir. On a préféré aussi, au départ, on était parti pour faire une partie maison de garde et en même temps, dans le même bâtiment, faire venir des médecins. Après, on s'est aperçu que le bâtiment sera préférable de le mettre un bâtiment de garde pour les enfants et un autre bâtiment dans le même terrain mais dissocié pour tout ce qui est médecin. Il y a eu la période de crise qui ne nous a pas non plus aidés. Et après, on a eu toutes les recommandations de la PMI, de la CAF, qui étaient intégrées dans notre projet. Donc tout ça, ça nous a... on a perdu beaucoup de temps, et après, bon, voilà, c'est en bonne voie. On a eu la crise énergétique qui nous a fait réfléchir aussi sur le système de chauffage pour ce futur bâtiment. Donc là, on arrive avec les personnes avec qui on a sélectionné le monde des petits bouts. Ils ont été retenus après un projet d'appel, et ils nous ont bien voulu nous faire confiance et nous attendre par rapport à tout ce délai de travaux, de mise en études et tout ça. Donc voilà. Donc là, à partir de maintenant, on leur a proposé un loyer de 1 500 € par mois, sans les charges. Et c'est un bail qui sera sur une durée de 3 ans et renouvelable 2 fois. Donc voilà, et on est amené à délibérer pour ce bail. Est-ce que Sébastien Rose veut donner quelques détails sur les travaux des prochains mois? Donc on en est, dernière réunion qu'on a eue au mois de septembre, on a défini totalement le cahier des charges. Donc la DTO qui travaille pour nous sur le dossier a pu déposer le permis qu'on a cette semaine. Donc le permis vient d'être déposé, donc il va être instruit. Et en parallèle, ils viennent de lancer les appels d'offres des différents corps de métier, de façon à pouvoir commencer les travaux dès que les délais à la fois d'instruction et ensuite la purge des recours seront écoulés. Donc il y en a encore pour quelques temps, puisqu'on est en zone ABF. Donc l'instruction... Oui, pour quelques mètres, et même pas la totalité de la parcelle, une partie de la parcelle qui est dans le cercle. Donc on est en zone ABF. Donc voilà, il y a déjà eu un rendez-vous entre l'architecte qui est en charge le dossier et l'ABF. Donc normalement, si l'ABF suit les préconisations qu'il nous a données et qu'il ne change pas d'avis, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. On verra bien. Ça, c'est la première fois qu'on travaille comme ça avec ce nouvel ABF. Et donc après, le recours des tiers. Et puis une fois que tous les délais seront passés, on pourra commencer les travaux. En espérant qu'il puisse commencer début 2024 et se terminer fin 2024 pour une ouverture
toi, tu donnes pas de date et tu es prudent et sage. Moi, j'en donne. C'est pas toujours les mêmes à chaque fois que je prends la parole, mais je vais finir par tomber juste. Voilà. C'est ça. Ah, il y a aussi des projets qui sont basés sur le concept de l'horizon fuyant. Mais celui-là, quand même, on en voit le bout. Et en plus, blague à part, le fait d'avoir réorienté le projet nous permet maintenant d'être pile dans les clous de certaines subventions d'État qui s'appellent notamment le Fonds vert, qui sont vraiment fléchées sur des économies d'énergie importantes. Donc là, on devrait être dedans. Y a-t-il des remarques sur ce projet? Merci Marielle en tout cas. Monsieur Bettencourt. Il y a un quota de questions pour la première séance d'un conseiller, normalement, hein, mais on peut le dépasser. Je me remets dans la course. Mais oui, c'est bien. Je me remets dans les sujets. Non, la question de faire une micro-crèche, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres de garde à Saint-Leu? Pas forcément. Il y a des parents qui préfèrent une garde chez des assistantes maternelles et d'autres parents qui préfèrent mettre les enfants en garde collective. Donc, on sait très bien que dans les communes extérieures, il y a des enfants de Saint-Leu qui sont dans les crèches collectives. Donc, on a préféré mettre en place sur la commune. C'est plus simple pour pas mal de parents. Et on a aussi relancé le relais des assistantes maternelles pour qu'elles puissent être assurées, parce qu'au départ, il y avait quand même une petite crainte. Mais je pense qu'elles sont maintenant rassurées parce qu'elles savent très bien que les parents qui veulent mettre les enfants en crèche collective n'auraient pas été les voir. Donc ça pose a priori aucun problème. Et c'est le bâtiment, donc l'ancien office de tourisme. Ce sera pour la crèche, mais il y aura autre chose. Oui, autre chose dedans. alors au rez-de-chaussée, ça sera pour la crèche, donc privée, et à l'étage au-dessus, ce sera le relais d'assistante maternelle et la halte jeu. Qui est actuellement en dessous et qui sera transféré plus tard. Qui est ici et qui va bouger. Voilà. Oui. C'est vraiment un pôle garde important. Je complète sur le potentiel des modes de garde. Il y a un certain non-renouvellement du tissu ou du nombre des assistantes maternelles sur la ville, comme ailleurs d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on ne peut malheureusement pas compter que sur ce mode de garde qui a pourtant toute sa noblesse et sa flexibilité. Donc là encore, il nous faut de l'équilibre. Il y a aussi des tendances lourdes des modes de vie qui sont, comme on le sait bien, des activités professionnelles plus loin du domicile, avec la nécessité de modes de garde avec des horaires extensifs. Là, on parlait de 7h, 19h, ou c'est ça ? 7h du matin, 19h. Et puis, il y a effectivement, Marielle l'a très bien rappelé, le fait qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, mais ce relais assistante, ce relais qui s'appelle maintenant parent-enfant et plus assistante maternelle, est vraiment fait pour favoriser l'activité des assistantes maternelles ou des assistants maternels, puisqu'il peut y avoir des hommes. Voilà, sur ce point. De mémoire, il y a le rez-de-chaussée, il y a 2 étages, non? Il me semble qu'il y a... Alors, le dernier étage, comme il n'y a pas l'ascenseur qui va jusqu'au dernier étage, ça sera un lieu de stockage, de rangement, et pour les employés, pour qu'ils aient des temps de pause, il y aura des salles de temps de pause et quelques bureaux. Mais ça ne sera pas accès aux enfants, ni aux parents. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Bettencourt fait une OPA sur les questions de la salle, ou plutôt du conseil, mais c'est bien, c'est très bien. Pas d'autres remarques? Y a-t-il des votes contre ce... Alors, dernier complément, il y a un potentiel quand même pour les micro-crèches, à tel point que dans le quartier Extradal, qu'on appelle maintenant les 3 étangs, il y a quand même, et j'aurais dû le dire tout à l'heure, dans les lieux de développement économique, il y a aussi ces 2 voire 3 bâtiments le long de la voie ferrée qui sont prévus dans le projet de quartier, qui ont pris un peu de retard mais qui ne sont pas annulés
et qui pourrait aussi recevoir, l'un de ces bâtiments pourrait aussi recevoir une autre micro-crèche. Donc c'est vous dire que là encore, les exploitants considèrent qu'il y a du potentiel. À nous évidemment de surveiller pour que ce soit des services qui se font dans le respect, bien entendu, de l'accueil des enfants et des familles. Mais effectivement, il se passe des choses dans ce secteur. Y a-t-il des votes contre ce point? Des abstentions? Je vous remercie. Je vais faire le point suivant avec l'aide peut-être de M. Muller et de M. Roth, ou M. Muller. Et c'est le point sur un parc photovoltaïque dans la zone du Renoir. Alors, je confirme, comme je le disais tout à l'heure, cette zone est quand même le lieu principal de création potentielle d'emplois. Et en fait, il y a la bagatelle de 4 sites qui peuvent donner lieu à la création d'emplois. Je vous les remets en mémoire. Il y a celui-ci, c'est-à-dire l'ancien parc à cendres de l'ancienne centrale thermique, dont je vais parler un peu plus. Mais il y en a aussi 3 autres. Il y a, donc là, ce terrain fait 25 hectares, c'est très important. Il y a 3 terrains plus petits, un de 3 hectares qui est le long de l'Oise. Et qui dit le long de l'Oise dit vraiment potentiel de marchandises apportées ou emmenées par la voie d'eau. Ce terrain appartient actuellement à la Chambre de commerce. Il y a des réflexions très importantes d'activités à court terme, mais aussi à moyen terme. Et il y a des réflexions importantes, et ça a aussi une importance pour le terrain sur lequel on va revenir. Il y a des réflexions d'acquisition par l'agglomération de Creil du chemin de halage qui longe ce terrain et qui est nécessaire pour desservir le terrain où pourrait se tenir ce projet de parc solaire. Donc ça, c'est le deuxième endroit. Ensuite, il y a un autre terrain de 3 hectares qui se trouve tout au fond de la rue Marcel Paul. Après la déchetterie, après l'agence Eurovia, il y a un terrain triangulaire entre 2 voies ferrées, entre la voie ferrée Paris-Creil et la voie ferrée Pontoise-Creil, et qui est également vide depuis quelques années, et avec beaucoup de pression de notre part sur les propriétaires pour qu'ils soient réactivés. Donc là aussi, il y a quelques réflexions d'abord de dépollution, et j'espère d'aménagement après. Et puis il y a un dernier terrain que vous avez peut-être aperçu quand vous allez à la déchetterie, juste à côté de la déchetterie, quand vous regardez les déchetteries, le terrain sur la droite, c'était un terrain utilisé jusqu'au mois de juillet comme un quai de transfert pour le syndicat mixte des déchets de l'Oise. Le quai de transfert, c'était quoi? C'était des bennes à ordures qui venaient amener leur cargaison, la basculer dans des containers qui, eux, étaient emmenés par la voie ferrée jusqu'à l'usine d'incinération de Villers-Saint-Paul pour que les ordures ménagères soient brûlées. Finalement, le syndicat mixte du département de l'Oise, ou des déchets ou du département, s'est organisé autrement. On n'a plus besoin d'accueillir ces camions, ces bennes à ordures, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, le terrain de 6000 m² est là et il y a des réflexions de reconversion de ce terrain. C'est donc le 4e terrain dont je vais vous parler. Maintenant, si je reviens sur celui qui fait l'objet du point 18 de ce conseil ce soir, la propriété est encore à une filiale d'EDF qui s'appelle Centre de post-exploitation. Cette post-exploitation dure un petit peu puisque l'exploitation s'est terminée en 1987. Donc vous comptez, ça fait quand même maintenant 37 ans, 36 ans. Ça fait un peu beaucoup et il est temps que le propriétaire termine sa phase d'études préalables avant reconversion. Ce sera fait à la fin de l'année civile et il est temps qu'il y ait un projet après. Alors, il y aurait pu y avoir un projet d'enlever des cendres, mais c'était il y a 10 ans et ça n'a pas abouti. Économiquement, les cendres ne sont plus une matière qui équilibre le coût de les enlever. Par contre, il ne vous a pas échappé que les énergies renouvelables, sous différentes formes, et notamment sous le solaire,
ont le vent en poupe. Il y a vraiment un projet national très ambitieux d'accélération de ces énergies renouvelables et on se situe vraiment dans ce créneau-là. Ce qui fait que nous avons eu des réunions. Si nous avons un peu repoussé ce point, oui, on va enlever de l'ordre du jour du dernier conseil, c'est qu'il restait une réunion un peu plus officielle à mener avec deux directions de l'État qui s'appellent la DREAL et la DDT. La DREAL, c'est la Direction régionale pour l'environnement, l'aménagement et le logement. C'est la direction qui supervise les installations classées. Et la direction du développement du territoire, c'est la direction qui supervise les permis de construire, puisque dans ce cas, comme on parle d'une installation d'énergie, de production d'énergie, le permis de construire serait donné par la préfète, Madame la préfète. Donc il fallait qu'on se cale bien avec ces organismes d'État et on peut considérer que maintenant le projet est suffisamment mûr et plutôt qu'on est suffisamment sûr de l'énergie et de l'attention qui accorde à la fois le propriétaire et l'exploitant potentiel. Ces deux acteurs nous proposent au conseil municipal de soutenir sur le principe ce parc. Je peux peut-être laisser Éric Muller exposer un peu plus les conditions de production et d'aménagement. Alors, quelques chiffres, quelques données techniques. Le parc serait construit sur une surface de 15 hectares et produirait une production de 19 mégawatts crête. Donc, ce qui représente, d'après les calculs d'EDF, fournis par EDF, la consommation annuelle d'environ 10 000 personnes. Je précise bien personnes. Donc, chauffage inclus. Donc, la centrale photovoltaïque future d'EDF Énergie Renouvelable couvrirait l'intégralité au moins de la commune de Saint-Leu-d'Estran. Ouais. Alors, pour vous dire que les temps ne sont plus les mêmes, à partir de la fin de l'année, EDF nous propose de nous satisfaire d'un rythme d'avancement du projet qui pourrait encore mettre 5 ans pour lancer la première production de 19 MW, enfin, qui correspondrait à la puissance installée de 19 MW. Ça peut laisser un peu rêveur, si on se souvient que dans les années 50, il a fallu 5 ans aussi entre la Pampa de l'époque et l'ouverture de cette centrale thermique qui était à l'époque la plus grande de France. Et à l'époque, ce n'était pas 19 MW, mais c'était 500 MW qui était la puissance installée par cette centrale. Bon, donc le pays a bien progressé par ailleurs, mais c'est vrai que sur ce plan, on a l'impression que les pesanteurs administratives sont réelles. Donc, espérons ensemble que ce qui nous est dit actuellement, c'est-à-dire à partir de la fin de l'année 5 ans, pourra être accéléré. On verra qui sera là pour en voir les retombées et pour savoir si ce souhait aura été couronné de succès dans quelques années. Voilà sur ce qui pouvait être dit. Donc, l'idée était d'accorder un soutien de principe à ce projet. La commune, je reprends la fin de la délibération. En fait, l'exploitant serait bien la filiale du groupe EDF qui s'appelle EDF Renouvelable France, qui finalement sollicite un accord de principe, mais aussi nous avertit qu'il faudra qu'elle emprunte certaines voies publiques pour équiper le parc photovoltaïque. Alors ça représentera effectivement
un équipement non négligeable au moment du chantier, mais après, c'est plutôt une exploitation calme et qui ne donne pas lieu à d'autres flux de poids lourds. Voilà, y a-t-il des remarques? Je prends l'habitude maintenant de me tourner vers Monsieur Bettencourt. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Roth sur le conventionnement entre la mairie et le conseil départemental concernant les travaux de la rue d'Ardillères. Donc, je vais vous présenter les points 19 et les points 20 en même temps, même s'il faudra deux votes. Donc, la rue de l'Ardillère étant une départementale, même si c'est sur la commune, on se doit d'avoir une convention puisque la route départementale appartient au département. Même si c'est nous qui devons payer une partie des travaux, puisque à partir du moment où on est dans qu'on a passé le panneau d'entrée de ville, les travaux incombent à la commune. On ne peut pas faire ce qu'on veut et on doit absolument avoir l'accord du département et être sur la même longueur d'onde pour pouvoir travailler sur cette voirie. Donc, il y a eu un travail qui a été fait en amont avec le département. On leur a fait des pré-projets, il y a eu des réunions et un projet a été présenté. C'est le projet qui a été déjà défini avec au total un total de sécurité de 8 aménagements qui ont été découpés en 2 phases, une phase en 2023 et une phase en 2024, avec 5 aménagements sur la partie haute en 2023 qui ont déjà été réalisés et 3 aménagements qui seront réalisés en 2024. Donc c'est pour ça qu'on sépare la convention en 2 parce que ça a été fait en 2 phases, mais c'est bien un projet global qui a pour objectif de sécuriser cette entrée de ville, qui a quand même un nombre de véhicules conséquents qui passent tous les jours, et entre autres aussi des camions. Je préciserai qu'il y a une dernière phase qui est l'enrobé. Ça, par contre, l'enrobé ne rentre pas dans la convention, puisque l'enrobé, malgré que ça soit au niveau de la ville, c'est quand même le département qui l'a en charge. Et normalement, l'enrobé devrait être fait en même temps que la deuxième phase. Le département, en tout cas, il travaille pour pouvoir le réaliser en même temps. On n'en a pas encore la certitude. Donc, l'objectif de cette convention, c'est de définir en fonction des plans qui ont été déjà présentés, les 8 aménagements. Et surtout, 3 points importants, c'est qu'on s'engage à respecter dans cette convention, et c'est ce qu'on va vous demander de délibérer aujourd'hui, tout ce qui est accessibilité PMR. Donc, on est dans l'obligation, bien sûr, d'avoir l'accessibilité PMR. Donc, c'est tout ce qu'on a mis en œuvre de façon à pouvoir avoir un cheminement piéton qui part du haut du Neuillet et qui va jusqu'en bas de la rue de l'Ardillère, en précisant que pour pouvoir réaliser ce cheminement PMR, il y a des travaux qui ne rentrent pas dans cette convention, qui sont la démolition, la reconstruction de la grange, qui a pu se réaliser grâce à un travail avec les propriétaires, à un accord qu'on a pu trouver et qui est en cours de réalisation. Le deuxième point, c'est qu'on doit accepter la non-réalisation de pistes cyclables, malgré ce qui peut être demandé maintenant, c'est la création de pistes cyclables partout, mais du fait de la largeur de la voirie et que le cheminement PMR est prioritaire sur le cyclable, c'est pas nous qui le décidons, c'est la loi. Nous avons le droit de toute façon, nous sommes dans l'obligation technique de ne pas réaliser de pistes cyclables sur ce passage-là, puisque si on avait voulu le faire, on aurait été obligé de supprimer le cheminement piéton, ce qui est totalement impossible. Et bien sûr, le troisième point dans ces 2 délibérations, c'est d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Voilà. Merci Sébastien, qui a bien résumé tous les enjeux de travaux. Je ne sais pas si l'adjoint à la circulation voulait aussi faire un petit bilan de ce qui a déjà été fait, mais on y reviendra dans quelques mois. Ce sera, espérons-le, au printemps, la fin du chantier, qui représente quand même l'un des grands chantiers sur lesquels nous nous sommes engagés en 2020. Donc là aussi, ce n'aura pas été sans mal. C'est un chantier particulièrement compliqué compte tenu du nombre de parties prenantes, à la fois pour faire les travaux, ça a été rappelé par Sébastien, mais aussi qui sont impactés par les travaux. Voilà. Donc, je vais faire passer au vote séparément sur le point
18 et 19, 19 et 20, pardon. Donc sur le point 19, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et sur le point 20, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au chapitre intercommunal et donc le retour de Laurent Tarassi s'impose sur le point 21. Pardon, merci Frédéric. Donc le point 21 concerne un avis sur une demande d'ouverture dominicale. Alors évidemment, le dimanche, en général, c'est le repos hebdomadaire de toutes les entreprises. Et ce repos peut être supprimé pour certains dimanches désignés pour chaque commerce de détail, et ça par décision du maire, mais après avis du conseil municipal. Ça va même plus loin. Si jamais on dépasse les 5, je vous dis pas de bêtises, les 5 dimanches dans l'année, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autrement dit l'AXO. D'accord? Donc en fait, on va nous se positionner, puis ensuite l'AXO va se positionner, non seulement sur la ville de Saint-Leu-d'Esserand, mais aussi la ville de Montataire et d'autres villes de l'AXO. Et ensuite seulement, Frédéric prendra une décision pour permettre l'ouverture de dimanche. Sachant que les règles sont qu'il ne peut pas y avoir plus de 12 dimanches travaillés par an, que la liste des dimanches en question doit être arrêtée avant le 31 décembre de l'année N-1. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors vous avez les dates. Alors déjà, de l'établissement concerné, c'est le magasin Lidl qui en a fait la demande. Ça concerne donc 2024. Et il souhaiterait ouvrir les 3, 10, 17 et 24 novembre, et aussi les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre. À savoir qu'on n'attribue pas ça pour un établissement particulier, mais plutôt une catégorie d'établissements. Donc évidemment, on n'est pas trop submergé par le même genre de catégorie d'établissement que Lidl à Saint-Leu-d'Esserand. Donc évidemment, ça concerne ce magasin-là. Voilà, donc le conseil municipal est appelé à en délibérer, bien sûr. Alors il y a 4 points: de donner un avis favorable à cette demande, bien sûr, de préciser que l'AXO sera saisi pour un avis conforme, que les dates seront définies par un arrêté du maire et qu'on autorise monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Laurent. Et il est vrai que l'agglo Creil-Sud-Oise a un débat assez rapide qui concerne aussi la ville de Saint-Maximin quand même, qui a un certain nombre de commerces qui demandent des ouvertures le dimanche. C'est vrai que globalement, l'AXO donne un avis favorable régulièrement et tous les ans à ce genre de demande. Voilà, y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Dernier point que je vous propose de rapporter, parce qu'au-delà du point technique qu'il recèle, c'est quand même l'occasion de reparler un petit peu de la dynamique de construction dans la ville et qu'on constate autour de nous. Le point précis, c'est que Oise Habitat, qui est le principal bailleur social intervenant sur la commune, puisqu'il a plus de 500 logements sur un total de 2000 logements dans la ville, Oise Habitat est un office public de l'habitat qui s'est transformé juridiquement il y a quelques mois. Il était un syndicat de communes et il est devenu un syndicat de communauté de communes. Et la principale partie prenante maintenant est l'agglo de Creil, mais avec d'autres communautés de communes autour. Et il est vrai que c'est l'AXO qui a un poids prédominant, à tel point que c'est le président de l'AXO qui est devenu le président de Oise Habitat il y a quelques mois. Dans ce cadre-là, juridiquement, il convient maintenant de liquider, c'est le mot financier et juridique, de liquider l'ancien syndicat qui était ce syndicat de communes. Donc le
l'office public lui-même n'a pas changé, mais c'est sa gouvernance qui a changé. Et là, c'est un syndicat de communes qui est transformé et qui est maintenant dissous. Voilà, donc ça, c'est la consultation de la commune quand même qui est nécessaire. Et puis, globalement, bah, il faut, et Sébastien Roth pourrait compléter, bien sûr, si j'oublie des choses, il faut se rappeler que la construction neuve fait face à une crise absolument historique dans ce pays, avec toujours beaucoup de demandes. Il faut se rappeler que rien que dans le domaine du logement aidé, sur la commune, il y a 600 demandes qui mettent Saint-Leu en premier rang, et même 1000 demandes si on prend tous les cas où on est cité dans les demandes des personnes. Et à l'inverse, l'offre se tarit pour toutes les raisons que vous lisez dans la presse, vous entendez dans la presse. Et ça se traduit à Saint-Leu comme ailleurs par le fait qu'un office public de l'habitat comme Oise-Habitat a un peu plus de mal à construire des logements neufs. Il a eu une ponction financière liée à ce qu'on appelle la réduction des loyers sociaux, qui représente, je crois, 3 millions d'euros par an sur son budget. Il a un mur d'investissement qui arrive, qui est la mise aux normes énergétiques, avec l'interdiction de louer qui, vous le savez, va s'appliquer aux différentes catégories de logements mal isolés, année après année. Et son parc est concerné, donc il faut des rénovations, comme celle d'ailleurs qui a commencé, mais qui n'est pas terminée sur la résidence Charles de Gaulle. Et puis, il y a l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, ça fait 3 effets qui pèsent vraiment sur la capacité financière de Oise-Habitat à construire du neuf. Ce qui explique que sur les 2 opérations récentes de construction neuve à Saint-Leu, ce n'est pas Oise-Habitat qui a été le partenaire du constructeur. Dans les 2 cas, c'est Claisance, qui est une filiale du groupe Action Logement, alors qui est une émanation publique également, mais avec une logique privée peut-être un peu plus développée, mais qui reste un partenaire quand même, puisque dans la commune, avec les 2 opérations neuves que je vais citer, donc la résidence de la rue du Clos-Vert, qui fait partie de l'ensemble des 3 étangs, et la résidence du Quai d'Amont, Claisance arrive dans notre ville maintenant à 200 logements. Donc c'est plus du tout marginal. Il y a donc 4 résidences, les 2 récentes que je viens d'évoquer et les 2 plus anciennes du Bas-Mettemont et de l'Abreuvoir-aux-Moines. Pour ce parc global, nous avons obtenu que Claisance recrute un gardien à plein temps pour la ville de Saint-Leu. Et nous avons remis à plat avec Madame Ernoux notamment les relations au quotidien avec Claisance dans les prochains mois. On parle des relations de transfert d'informations sur les problèmes de voisinage, sur les problèmes de surendettement, sur les problèmes de recommandation d'affectation des logements. Voilà, nous souhaitons bâtir avec Claisance une relation aussi dense que nous avons pu la construire avec Oise-Habitat. Oise-Habitat, dont Saint-Leu-d'Esserand représente la 4e commune sur son parc, après Creil-Montataire et je crois Liancourt, c'est Saint-Leu-d'Esserand qui arrive. Voilà un peu l'évolution très importante du panorama de la construction neuve dans le pays et dans la ville, puisqu'on est finalement très représentatif de ce qui se passe plus largement. Voilà sur cette mise en contexte, mais la décision numéro 22 qui vous est proposée, eh bien, de prendre acte de la dissolution de l'ancien syndicat qui portait l'Office public Oise-Habitat. Il faut également approuver la liquidation amiable de ce syndicat, le transfert du solde bancaire restant, qui est modeste puisqu'il est de 1 997,75 € au nouveau syndicat, et de m'autoriser à signer tous les documents, mais à part la délibération, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà, sur ce point, y a-t-il des remarques, des compléments? Je ne vois pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses venant des élus, avant tout, et après peut-être, j'allais dire de la salle, mais de la salle virtuelle?
Au niveau des élus d'abord. Oui, monsieur Bettencourt. Oui, oui, allez, c'est bien. Plus fort. Il me semble qu'en 2024, il y a une obligation au niveau de tri de déchets, enfin, il y a quelque chose comme ça lié au compostage, tri de déchets. Je n'ai pas trop entendu parler de ça dans la commune. Je ne sais pas si c'est l'AXO qui va gérer ou comment ça se passe. Qu'est-ce que ça va changer pour la population? Alors, et pour cause, l'initiative doit venir de l'AXO et les grands esprits se rencontrent. Il y a demain matin une conférence des maires qui doit aborder ce sujet, où on en saura plus sur effectivement les orientations de l'AXO concernant les biodéchets. Il y a une obligation effectivement au 1er janvier pour tous les gestionnaires, toutes les collectivités qui ont la compétence déchets. Certaines collectivités à côté de nous ont déjà lancé des tests de compostage collectif dans les rues, mais aussi d'installation d'une poubelle supplémentaire pour les biodéchets des particuliers. Voilà, il peut y avoir plusieurs pistes après pour traiter les biodéchets, parce qu'il ne suffit pas de les récolter, de les collecter, mais il faut aussi les traiter. En tout cas, voilà, très sincèrement, je reviendrai vers vous beaucoup plus armé après la réunion de demain matin. Je ne sais pas si M. Muller avait des compléments sur ce point. Non, il est prudent aussi. Voilà où on en est. Donc effectivement, nous n'avons pas la main, mais le projet doit être pris à bras-le-corps par l'agglo Creil-Sud-Ouest. Mais pour les particuliers, on sait s'il va y avoir un impact, un changement, quelque chose à modifier Comme je l'ai dit, en théorie, pour collecter donc l'obligation, c'est qu'on ne pourra plus collecter les biodéchets dans le conteneur des ordures ménagères résiduelles. On a déjà sorti année après année de ces containers tout ce qui est recyclable. On n'y revient pas. Mais là, maintenant, il faut sortir les biodéchets et les traiter à part. Donc, ça se passe forcément des deux manières que j'évoque, qui sont d'ailleurs cumulables. On propose un flux de collecte individuel supplémentaire on peut proposer des collecteurs collectifs, notamment parce que c'est déjà le cas à Saint-Leu pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables dans un certain nombre de résidences collectives. On est un peu devenus les spécialistes des containers semi-enterrés. Alors nous avons un débat sur ce sujet avec l'AXO qui est parfois moins enthousiaste, mais je pense qu'on est en train de l'emporter sur le fond parce que les avantages de ces systèmes sont quand même réels, même s'il y a forcément une petite inquiétude au moment de l'installation, et ça nous arrive à chaque nouvelle résidence, on le reconnaît bien volontiers. Il y a des mauvaises habitudes dans les premiers mois qui sont de laisser un petit peu n'importe quoi autour des containers collectifs, mais ça a quand même tendance un peu à s'arranger. Voilà un peu le contexte, mais je garde la question pour la prochaine fois parce que franchement, ça devrait se décanter dès demain matin. Merci pour cette question. Y en a-t-il d'autres questions ou informations des uns et des autres? Madame Terre, plus fort. J'ai une question. Actuellement, là, les feuilles, il n'y a rien de tombé. Est-ce que ce ne serait pas possible de demander à l'AXO des passages supplémentaires pour les déchets verts? Parce que le 30 novembre, c'est demain. Et que fait-on de nos feuilles et compagnie? C'est vrai que je n'avais pas pensé à cet effet supplémentaire du dérèglement climatique. Effectivement, je poserai la question demain. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur demander de stopper ou d'en faire nettement moins juin, juillet, août, où c'est des très fortes chaleurs et en fait on ne tombe pas, il n'y a pas de feuilles, et de prolonger un petit peu novembre, décembre, fin décembre. Alors le problème est la difficulté de planifier à l'avance, parce que là, qui aurait dit qu'on serait encore dans des grosses chaleurs en mi-octobre? Sur la période juin, juillet, août, effectivement, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce qu'il y a des gens qui taillent leurs haies, il y a aussi des pelouses quand même qui sont tondues. Donc,
je ne suis pas sûr que ce soit la période creuse en termes de production de déchets verts. Après, dans un premier temps, j'invite, comme on le fait souvent, à ce que chacun s'équipe d'un composteur pour composter ses feuilles, ou alors met ses feuilles au pied des haies, fait du compost, met ses feuilles au pied des haies. Ça aidera grandement la collectivité aussi en termes de gestion et de coûts. C'est ce qu'on appelle, on incite vraiment les citoyens à gérer, comme on dit pour les eaux pluviales, gérer à la parcelle leurs déchets verts. Mais tu peux pas forcément mettre toutes tes feuilles sous les arbres, Eric, c'est pas possible. Personnellement, je le fais. Bah, J'ai 4 arbres dans mon jardin. ah, t'en as 4, oui. Après, Quand on t'as peut, une- passer quand la t'as une tondeuse énorme- on peut passer la tondeuse sur les feuilles aussi. Il y a de multiples solutions pour se débarrasser des feuilles sans forcément les mettre dans la poubelle verte. Non, mais je pense qu'on peut considérer qu'on ouvre la discussion, parce que les circonstances changent. Voilà, là encore, dérèglement climatique. Et la diversité des solutions est réelle, y compris, si on se souvient, le lien avec le méthaniseur, qui avait quand même à un moment proposé d'accueillir un certain nombre de déchets verts pour les collectivités, mais je me demande s'il n'y avait pas eu aussi des réflexions sur le fait de pouvoir venir amener. Donc, moi, j'ai vu dans d'autres régions de France des déchetteries vraiment orientées déchets verts où les particuliers amenaient leurs déchets et pouvaient repartir avec du compost qui avait été fait par ailleurs. En fait. Donc, voilà. Je pense sincèrement que si on fait le lien avec les biodéchets, les enjeux des biodéchets sont beaucoup plus importants en ce moment et beaucoup plus urgents, mais il pourrait y avoir aussi une réflexion un peu nouvelle sur les déchets verts. Je rajouterais, il y a Je crois aussi que si la j'ai bien- solution de la déchetterie, tout simplement. On peut mettre les feuilles dans un sac, dans le coffre de la voiture, et puis il y a la déchetterie qui est vraiment pas loin. La collecte des déchets verts en porte-à-porte sur notre territoire reste quand même quelque chose d'assez relativement exceptionnel. Toutes les collectivités ne proposent pas non plus cette solution. Donc, je dirais que c'est plutôt une solution de confort, mais qui coûte cher. Je crois que dans le projet ramassage des biodéchets, les feuilles feront partie des biodéchets. C'est-à-dire que autant tout ce qui est branche, gros section, non, mais tout ce qui est petits déchets, genre feuilles, d'après ce que j'ai compris dans la lecture du document, ça en ferait partie. Tu as mieux lu que moi, mais donc je vais reposer, j'en saurai effectivement un peu plus. J'imagine qu'il faut travailler un peu le mélange pour que ça reste quand même de l'organique et entre guillemets, de l'humide, au sens qui peut se décomposer, mais j'imagine que c'est une question de bon mélange. Très bien, bon, on note effectivement ces nouveaux débats. Y a-t-il d'autres thèmes que vous vouliez aborder ? Je crois comprendre que nous ne sommes pas submergés sous les questions de Facebook Live. Donc, s'il en est ainsi, je vous remercie de cet échange et je vous souhaite une bonne fin de soirée. La séance est levée.